Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 29 où on va continuer à travailler sur des géométries moléculaires. Du coup, je vais dire d'énoncer avec vous. Pour chaque composé dans le tableau ci-dessous, indiquez la géométrie moléculaire ainsi que le caractère polaire ou non polaire de la molécule. Du coup, on a 5 géométries qui nous sont proposées: linéaire, coudée, triangulaire, tétraédrique, pyramidale. Et du coup, il faut cocher pour ces 4 molécules de quelle géométrie il convient de justifier, et ensuite indiquer si la molécule est polaire ou non polaire. Et ça, c'est une nouvelle notion que je vais introduire à l'instant. Et en fait, pour déterminer si une molécule est polaire ou non polaire, je vous ai en fait indiqué ici quels sont les critères. Si la différence, on parle d'électronégativité, est inférieure à 0,4, la liaison est considérée comme covalente non polaire. Les électrons sont partagés de manière presque égale. Du coup, je vais continuer à lire les deux suivantes et ensuite j'explique ce que cela veut dire. La différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 1,7. La liaison est covalente polaire. Cela signifie que les électrons sont partagés de manière inégale, ce qui crée une distribution asymétrique des charges. Au-delà de 1,7, la liaison tend à devenir ionique. Un atome attire presque complètement les électrons, formant un transfert d'électrons. Qu'est-ce que l'électronégativité? En fait, l'électronégativité, c'est la tendance d'un atome à attirer les électrons vers lui. Par exemple, dans le tableau périodique, on avait vu qu'il y a plusieurs informations comme le numéro atomique, qui représente le nombre de protons, mais également le nombre de masses, le nombre A, qui signifie la masse des protons plus celle des neutrons, mais il y a une troisième information qui est aussi également indiquée dans le tableau périodique, c'est l'électronégativité. Et par exemple, si on prend une molécule de type H. Oups, un instant, ici je dois décocher. Et je reviens. Si je prends une molécule de type HCl, si on regarde l'électronégativité ici, elle vaut 2,20. Ici on regarde l'électronégativité du chlore, son électronégativité vaut 3,16. On a une différence d'électronégativité qui vaut, si je ne me trompe pas, au total 0,96. Suivant les critères ici, on est entre 0,4 et 1,7. Du coup, on a ce qu'on appelle une liaison covalente polaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la liaison entre l'hydrogène et le chlore, de par cette grande différence d'électronégativité, en fait, on aura, comme écrit ici, les électrons seront partagés de manière inégale. C'est-à-dire qu'un des atomes va en fait attirer davantage les électrons dans la liaison. Et ça, c'est l'atome qui est le plus électronégatif qui attire des électrons. C'est-à-dire que dans cette liaison, en fait, et je vais prendre une autre couleur pour symboliser ça, en fait, le chlore va vouloir tendance à tirer des électrons de la liaison vers lui. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut un peu grossir les traits, c'est-à-dire que l'électron ici de l'hydrogène va en fait se déplacer pour être encore plus près du chlore. Parce qu'en fait, le chlore a cette tendance à attirer les électrons davantage vers lui. Et du coup, on aura ce qu'on appelle une répartition inégale d'électrons. C'est-à-dire que les électrons ne seront pas répartis de manière symétrique, comme ça peut être le cas dans le cas d'une liaison non polaire. Mais ici, on aura une liaison covalente polarisée parce que le chlore attire des électrons vers lui. Et dans le cas, par exemple, où la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, on va prendre un exemple ici, par exemple, KI. On va vérifier le potassium à 0,82 et ici on a 2,66. Je vais faire rapidement les calculs avec vous. Du coup on a 2,66 moins 0,82 et on a une différence d'électronégativité de 1,84. On est donc dans les critères, dans le dernier critère, au-delà de 1,7, la liaison tend à devenir ionique.
Et du coup, en fait, ce qui se passe dans ce cas-là, et je vais prendre une autre couleur, c'est qu'on n'aura pas une liaison comme ici, où en fait, le chlore va attirer davantage les électrons de la liaison, tout en maintenant la liaison, en fait. Ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait, un atome attire presque complètement des électrons, et on aura ce qu'on appelle des atomes sous forme ionique. C'est-à-dire ici, on aura du K+, et ici du I-, quasiment. Alors qu'ici, on avait plutôt des charges partielles, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous forme ionique, mais on a des charges partielles. C'est-à-dire que les électrons sont davantage attirés vers le chlore, du coup, l'hydrogène tend à perdre des électrons, même si elle ne l'a pas perdu totalement. Du coup, on aura une charge partielle. Et ici, le chlore a attiré pratiquement l'électron, mais pas totalement. Du coup, on aura une charge partielle négative. Et dans le cas du premier exemple où la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, on va typiquement prendre, je sais pas, on va prendre H2, on aura H et H, en fait, c'est pratiquement, la différence d'électronégativité ici est nulle. On aura 2.20 moins 2.20, ça fait une différence d'électronégativité qui est nulle, et en fait, les électrons sont partagés de manière presque égale. D'où le fait que la liaison n'est pas polaire. Voilà, ça a pris un peu de temps d'expliquer cela, mais c'est vraiment très important. Du coup, retenez que dans le tableau périodique, il y a d'autres informations comme l'électronégativité qui représente la tendance d'un atome à attirer des électrons vers lui, et plus cette différence est élevée, plus l'atome qui a l'électronégativité la plus élevée va attirer davantage les électrons, et si cette différence d'électronégativité est supérieure à 1.7, on aura une liaison ionique. Si elle est comprise entre 0,4 et 1.7, elle sera en fait covalente polaire. Et si elle est inférieure à 0,4, on aura une liaison covalente non polaire. Mais il faut savoir que ceci, c'est la théorie, mais que dans la pratique, en fonction des géométries, on peut avoir, même si on a une différence d'électronégativité significative, il se peut que la molécule ne soit pas nécessairement polaire. Et ça, on va voir tout de suite. Du coup, on va prendre le premier exemple, AlCl3. Si ici j'écris AlCl3, on avait vu un exemple similaire, il me semble, avec AlF3 précédemment. Du coup, je dessine rapidement la structure moléculaire. On a ici les trois atomes, les trois électrons sur la dernière couche périphérique. Du coup, on aura comme ceci. On a bien les 7 électrons de valence du fluor et les 3 électrons de valence de l'aluminium. Et si on se rappelle bien, ici on n'a pas de doublet non liant sur d'atomes d'aluminium, du coup on n'aura pas une forme pyramidale, mais on aura plutôt une forme triangulaire, représentée par ce triangle ici. Du coup, on peut déjà écrire qu'ici, la géométrie sera triangulaire, du coup on va noter 3. En ce qui concerne en fait la différence d'électronégativité, si on regarde la différence d'électronégativité entre l'aluminium et le fluor, on va descendre dans le tableau périodique. On a l'aluminium qui a ici 1,61 et on a le chlore qui a ici une électronégativité de 3,16. Si on fait 3,16 moins 1,61, on trouve une valeur d'électronégativité de 1,55. Du coup, théoriquement, cette différence d'électronégativité de 1,55 devrait dire que cette molécule est en fait polaire et possède des liaisons covalentes polaires. Mais dans ce cas-ci, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, de par la géométrie de la molécule, en fait, les moments dipolaires, c'est-à-dire que la géométrie va en fait annuler la différence, en fait, la polarité de la molécule. Par exemple, la molécule de AlCl3 est non polaire, car les trois atomes de chlore sont répartis symétriquement sous forme de triangle plat, vraiment plat, autour de l'aluminium, bien que la différence d'électronégativité entre le chlore et l'aluminium soit polaire. Du coup, c'est vraiment une exception qu'il faut retenir, c'est que dans le cas des géométries triangulaires, trigonales planes, si les atomes, par exemple on a trois atomes identiques ici, de part et d'autre de l'atome central, en fait les moments dipolaires vont en fait s'annuler de par la géométrie. Et du coup ici on aura une molécule non polaire, bien que la différence d'électronégativité soit significative.
Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. CHBr3. Je vais dessiner la structure ici. Bien. Les 4 atomes ici sont dans le même plan. La différence d'électronégativité entre l'atome de carbone et d'hydrogène est de 0,35. Si on regarde l'atome de carbone, il se trouve ici, 2,55 et d'hydrogène 2,20. Du coup, il y a une différence d'électronégativité de 0,35. Et la différence d'électronégativité entre le brome et le carbone, on a 2,96 et 2,55. On aura donc une différence d'électronégativité de 0,41. Du coup, la liaison CH est, vu qu'elle vaut 0,35, est pas polaire ou faiblement polarisée, tandis que la liaison CBr est polarisée. Et en fait, ici, chose extrêmement importante, cet atome d'hydrogène va en fait tout changer dans la molécule, parce que si on avait un atome de brome, ici, en fait, tous les moments dipolaires s'annuleraient et on aurait une molécule non polaire, parce que tous les moments dipolaires s'annuleraient par symétrie. Mais de par la présence de l'hydrogène ici, ça crée une asymétrie, et en fait, les moments dipolaires ne s'annulent pas totalement. Du coup, on aura en fait ici une molécule polaire, en raison des liaisons CBr. Et pour la géométrie, pardon, ici, c'est très simple. On voit parfaitement qu'ici, on a ce qu'on appelle une forme tétraédrique, un carré. Du coup, ici, on va noter 4. Bien. Maintenant, on va prendre le cas de... Je vais mettre une petite ligne de démarcation ici, parce que je commence à être limité un peu en espace. Pour la molécule de SO2, je vais donc écrire ici SO2, et la structure moléculaire de SO2 est la suivante. On aura le soufre ici, avec un double non-liant qui représente 2 électrons, et on aura des doubles de liaison comme ceci. Et du coup, en fait, de par la présence de ce double non-liant, c'est ce qui va en fait faire toute la différence. En fait, la différence principale entre une forme coudée et une forme linéaire, c'est que les atomes dans les formes linéaires sont en ligne droite avec un angle de 180 degrés. Tandis que dans une géométrie coudée, les atomes forment un angle plus petit, comme c'est le cas ici, à cause des paires d'électrons non liants sur l'atome central. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et du coup, ici, on aura une forme coudée, du coup, numéro 2. En ce qui concerne la polarité de la molécule, si on regarde la différence d'électronégativité entre le soufre et l'oxygène on a 3,44 et le soufre, on a 2,58. Du coup, la différence d'électronégativité est de 0,86. Ça signifie que d'une certaine manière, les oxygènes sont beaucoup plus électronégatifs. Du coup, c'est comme, pour ainsi dire, c'est comme si les électrons étaient, je vais mettre ça en vert, c'est comme si en fait les électrons étaient davantage attirés dans ce sens-ci. Et dans le cas de cette géométrie, en fait, les moments dipolaires ne s'annulent pas, et du coup, ici, on aura, en raison de la différence d'électronégativité de 0,86 et du fait que les moments dipolaires ne s'annulent pas, vu qu'on n'a pas une géométrie plane également, on aura donc une molécule qui sera polaire. Et enfin, le dernier exemple, CS2. Du coup, ici, on aura le carbone central, et on aura des atomes de soufre, disposés comme ceci. Tout le monde a ses paires d'électrons, ces électrons de valence qui sont répartis. Et en fait, ici, on aura une forme, par l'absence de paires
d'électrons non ions sur l'atome central, on n'aura pas une forme coudée comme au-dessus, on aura une forme linéaire. Du coup, ici, on va écrire linéaire, 1. Et étant donné que les atomes sont dans le même plan, on va d'abord regarder la différence d'électronégativité, on va toujours fonctionner par ordre. On a 2,55 et 2,58. Le soufre est légèrement plus électronégatif, mais la différence d'électronégativité est de 0,03. Du coup, le premier critère n'est pas rempli. On a une différence d'électronégativité qui est inférieure à 0,4. Du coup, la molécule est considérée comme non polaire. Mais également, la géométrie fait que, en fait, les moments dipolaires s'annuleraient automatiquement. Du coup, en fait, ici, dans tous les cas, la molécule était non polaire, principalement à cause de la géométrie. Et voilà, ça met fin à l'exercice. J'espère que cet exercice était un peu plus coursé que celui vu précédemment, mais on a introduit des notions relativement importantes comme la polarité des molécules, et il faut savoir que la polarité d'une molécule ne dépend pas essentiellement de la différence d'électronégativité, dans le cas des molécules complexes, mais également de la géométrie moléculaire. Et n'oubliez pas qu'en fait, la présence d'un double non liant ici va en fait provoquer ici une forme coudée, alors qu'ici on aura une forme linéaire dont tous les atomes seront dans le même plan et du coup les moments dipolaires s'annuleront. Du coup voilà, on se retrouve pour un prochain exercice. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires si vous voulez que je détaille certains trucs qui auraient pu ne pas être compris. Et laissez un petit like et abonnez-vous. Et du coup on se dit à bientôt, au revoir.